Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à vivre. Goûter la paix à nos corps et à nos désirs. Quand les poulpes auront des dents. Quand les poulpes auront des dents. Quand les poulpes auront des dents. Un podcast en immersion, de ma bouche à ton oreille. Procès Pélicaud, jour du verdict. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2024. Après 15 semaines de débat, 64 jours d'audience écoulés autour du procès Pélicaud, nous voilà enfin amassés devant le tribunal d'Avignon pour entendre le verdict prononcé par la cour criminelle du Vaucluse. L'atmosphère est électrique, lourde, la tension palpable. Je tends mon micro avec une première intention. Entendre ce que les hommes ont à dire, ça et là. Récolter leurs témoignages en ce jour historique. Enregistrer leurs réflexions à chaud et leur positionnement pour le futur. Quel message veulent-ils faire passer à d'autres hommes, aux femmes, aux enfants ? Très vite, des voix de femmes fortes et puissantes s'élèvent et donnent un juste équilibre aux témoignages recueillis. Rencontre avec des retraités, des lycéennes, des féministes, des travailleurs sociaux, des étudiantes, des victimes de violences, des femmes sorores et des militantes et militants de la vie. Ce podcast monte en puissance avec des récits de vie forts et émouvants. Des voix qui sortent de l'anonymat, qui osent parler publiquement des violences subies. La honte change de camp. La violence du silence laisse place aux voix qui s'élèvent et font sauter les verrous. Alors merci, chaleureusement, à ces femmes et hommes qui se sont confiés et qui m'ont fait confiance. Merci Louana, Yannick, Maude, Gérard, Claudine, Vincent, Laetitia, Abel, Zoé, Kevin, Amandine, Nassim, Isaline, Véro, Mathéo, Fatou et les autres personnes qui ont souhaité garder l'anonymat. Verdict ce matin dans le procès des viols de Mazan. Après 3 mois et demi d'audience et 3 jours de délibéré, la cour criminelle rend son verdict à 9h30 tout à l'heure à l'encontre des 51 hommes accusés de viol aggravé sur Gisèle Pélicaud. Adèle Bossard, vous êtes sur place devant le tribunal d'Avignon. Il y a déjà beaucoup de monde. Oui, il y a des dizaines de personnes déjà devant le tribunal d'Avignon, principalement des journalistes qui espèrent avoir une place à l'intérieur aujourd'hui et qui sont venus pour certains très très tôt ce matin. 188 médias en tout, pour rappel, sont accrédités pour ce verdict du procès des viols de Mazan, dont, et c'est inédit, 80 médias étrangers. Une banderole a aussi été installée sur les remparts juste en face du tribunal avec écrit « Merci Gisèle ». On voit une manifestante qui est passée aussi avec une pancarte il y a quelques minutes, pancarte sur laquelle est écrite « Noël en prison et Pâques en zonzon ». Des collages féministes tout autour du tribunal disent sensiblement la même chose. Et puis on a des passants qui circulent ici sur le boulevard Limbert et qui klaxonnent de temps en temps. Le palais de justice va ouvrir d'une minute à l'autre. 4 salles de retransmission sont prévues, en plus de la salle d'audience à l'intérieur, pour pouvoir accueillir tous ces journalistes. Le président, lui, doit arriver vers 9h30 pour énoncer donc les peines pour chacun des 51 accusés. Je viens d'arriver que récemment, donc je suis pas vraiment là depuis très très tôt ce matin. Mais là, mon premier ressenti, c'est beaucoup d'attente, beaucoup aussi de conviction de la part des manifestants aussi. Déjà, quand on arrive, on se fait happer par toute l'ambiance de soutien envers Gisèle Pélicaud. Et surtout, toutes les pancartes aussi, ça donne vraiment un aspect... on se bat pour quelque chose, on se bat pour la reconnaissance. Et moi, c'est pour ça du coup que je suis venue, c'est en entendant les chants on veut la justice, on veut la justice. Moi, ça m'a poussé à me lever de mon canapé et à venir finalement. Alors, on a vu l'avocat. Oui, un avocat qui a commencé à insulter les féministes. On a vu les gens rentrer au tout début, des accusés, on a vu Gisèle Pélicaud, ses enfants.
Et après, il y avait aussi beaucoup de tension. Hein. Oui, énormément. Des accusés qui font des doigts d'honneur. Ah oui, ça s'est ressenti. Même des insultes en vrai. Des insultes aussi. Et tout ce qui est sorti, on les a pas vus encore, ils sont tous encore à Ils sont l'intérieur. tous à l'intérieur là. Ouais, voilà. Ce matin, il y en a plein qui sont rentrés par devant. Ouais. Et encore, ils étaient. Ouais, bah, tu m'étonnes. Le regard comme ça, Ils étaient braqué tous- sur toi. Ouais, ils étaient tous masqués, hein, par contre. Tous masqués? Ouais. Ah bah oui, ça veut garder l'anonymat d'un coup. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses. Je comprends pas qu'il y en ait qui sortent libres. Enfin, j'ai pas entendu les réquisitions, ce qu'ils ont déjà fait comme peine entre leur arrestation et le jugement. Mais bon, on a la décision qui tombe là et on n'a pas forcément les explications. On les entendra plus tard, hein, j'imagine. Mais ouais, c'est étonnant qu'il y en ait. On m'a dit qu'il y en avait 6 qui sortaient libres. J'ai entendu ça. Bon, je sais pas. Un truc qui m'a étonné, c'est justement la famille ou les proches de la première personne qui est sortie, qui ça fait 3 ans maintenant que c'est su de eux, et ils défendent encore leurs proches. Que les accusés eux-mêmes ne se remettent pas en question, ils sont tellement vrillés, c'est pas étonnant. Mais que les proches en soient encore à le défendre, il y a vraiment un truc grégaire à tout prix de défendre sa famille. Voilà, est-ce que c'est plus facile de juger un inconnu, voilà. Mais si ça arrive dans ton cercle très proche, comment tu réagis? Déjà, comment tu réagis quand c'est des soupçons? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Voilà. Tu dénonces pas, tu parles aux personnes. Voilà. On n'est pas la justice, mais on a notre rôle dans la société. Voilà, on n'empêchera pas tout, mais il faut rien laisser passer en fait. Soyons héroïques, ne laissons rien passer. Pas un mot, pas un geste qu'on voit dans la rue. Il faut, voilà, il faut quand on dit que la honte change de camp, mais l'héroïsme aussi, quoi. Et c'est voilà, c'est ce vigile de supermarché qui a pas laissé passer le truc et qui a vraiment, il a fait plus que ce que moi j'aurais pu faire peut-être. Et en fait, c'est accessible à tout le monde en fait de se retourner dans la rue quand on entend quelque chose qui est pas correct, et c'est ça ce que ça veut dire quand la honte change de camp, c'est que l'héroïsme aussi il change de camp. Enfin, il faut, c'est pas que je pense pas qu'ils se prennent pour des héros non plus, quoique dans leur tête peut-être bien, mais il faut rien laisser passer, et que ce soit honteux, le moindre geste, le moindre propos déplacé, il faut pas se taire, et il faut assumer de peut-être déranger, mais en fait on est une telle majorité à pas être d'accord, voilà, on dérange pas, au contraire, donc on laisse rien passer, et on lâche pas la grappe à quelqu'un sous prétexte qu'il est plus fort, plus violent, plus grande gueule. Voilà, on rameute et puis on agit. France Info, le fil info de 12h15. Le verdict est donc tombé au procès des viols de Mazan. Les 51 accusés sont tous reconnus coupables. Aucun acquittement n'a été prononcé. Dominique Pellicot est condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. Pour les 50 autres accusés, les peines vont de 1 an ferme à 15 ans de prison ferme. C'est moins que ce qui avait été requis. La foule massée devant le palais de justice d'Avignon a exprimé sa colère après l'énoncé du verdict. Honte à la justice! Honte à la justice! Honte à la justice! Honte à la justice! Honte à la justice!
très déçus du verdict. On a l'impression que ce sont, comme disent les panneaux, les victimes qui vont aller en prison et les violeurs qui vont rester dehors en liberté. Parce que, voilà, et ça les laisse en toute impunité et ça peut aussi impliquer des phénomènes d'impunité. Voilà, on peut violer n'importe qui, n'importe quand, il n'y a pas de justice. Donc honte à la justice, effectivement. Voilà, donc je suis ébahie par le peu de peine encourue par ces gens-là qui, malgré tout, sont des violeurs. De toute façon, ce sont des violeurs, voilà. Je dirais, l'opinion publique trouve que la justice a été trop clémente. Après, ça c'est un problème qu'il faut voir peut-être au niveau des députés, de renfort des lois et tout. Il faut voir que l'évolution est progressive. Le viol qui autrefois faisait plutôt rire, où 90% des plaintes étaient classées sans suite. Il faut des évolutions progressives, des femmes de courage notamment. L'histoire, je citerai, il y a eu Louise Michel, Lucie Aubrac, puis peut-être elle, mais sur un autre niveau, pour faire évoluer les mentalités et faire évoluer les lois en fonction que, disons, que la victime ne devienne pas coupable à la fois, ce qui était trop souvent le cas. À cette étape du podcast, il est important de comprendre la colère des manifestantes et manifestants de voir sortir certains accusés quasiment libres. 6 accusés sur 51 ont bénéficié d'un aménagement de peine, ce qui signifie le plus souvent à domicile, avec un bracelet électronique. Certains ont déjà purgé une partie de leur peine en détention provisoire avant d'être jugés et il leur reste moins d'1 an de prison. D'autres ont été condamnés à une peine suffisamment courte pour qu'elle soit éligible à un aménagement. La déception, oui, sauf pour l'accusé principal qui prend 20 ans, dont une partie de peine de sûreté, ce qui était pour nous le minimum des choses. Après, effectivement, un certain nombre d'autres des accusés se limitaient à 3 ans. Ça nous paraît effectivement être en dessous des réquisitions du parquet. Ça, pour nous, c'est pas acceptable. Voilà, pour nous, c'est un déni de justice. C'est tout ça pour si peu. Donc effectivement, une partie du verdict de ce matin ne nous satisfait pas en tant que militants féministes. Voilà, donc après, on a vu notamment que pour l'instant, pour l'accusé principal, il se réserve le droit ou pas de faire appel, qu'il va réfléchir. Mais que certains des avocats ont déjà dit qu'ils étaient contents des verdicts. Donc c'est bien la preuve qu'ils s'attendaient à prendre plus cher et que sans doute certains ne feront pas appel de peur de prendre plus cher en appel. Donc ça, pour nous, clairement, en tant que féministes, je le répète, c'est pas du tout satisfaisant. Je rappelle qu'il n'y a que 1% des viols qui finissent par une condamnation et très souvent des condamnations bien moindres que celles qui sont tombées aujourd'hui. Donc la réalité du quotidien, c'est ça. Et c'est la réalité aussi du quotidien, c'est que les violences sexistes et sexuelles, c'est pas les étrangers sous OQTF. C'est souvent le voisin, c'est souvent la famille, c'est souvent les proches. Voilà, on a tout un courant dans ce pays, l'extrême droite, qui fait feu à chaque fois qu'il y a une personne d'origine étrangère qui agresse quelqu'un, mais qui là, sur ce procès-là, par exemple, a été fichtrement silencieuse. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de dire, attention, les violences sexistes, c'est le quotidien des femmes de ce pays. Et il faut qu'on fasse vraiment quelque chose. Macron qui avait dit que ça sera la grande cause de mon quinquennat, c'était que du vent. Il ne s'est rien passé pendant 5 ans, il continue à rien se passer. Donc c'est aussi l'occasion de dire, il faut qu'il y ait des vrais moyens. Le milliard pour la cause des femmes, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il y ait de la thune, il faut qu'il y ait de l'argent, parce qu'on en a besoin. Parce qu'il faut lutter contre ces violences, et que concrètement dans ce pays, on ne fait rien. Et ce procès, c'est l'occasion de mettre ça en avant. C'est l'occasion de faire avancer, de faire bouger les lignes. Et on espère, on pense que ce procès fera bouger beaucoup de lignes. Et c'est une nouvelle fois saluer le courage de Gisèle Pelicot, parce que c'était vraiment, voilà, c'est un truc de dingue. Et que ça me touche profondément. Parce que je ne suis pas une femme, donc je ne subis pas les discriminations que subissent les femmes au quotidien. Mais en tant que militant féministe, ça a vraiment, émotionnellement, c'était une période très très compliquée, très dure, parce que même si on ne venait pas au procès, on lisait des trucs dans la presse. Ce qui était décrit sur les vidéos notamment, et sur certaines défenses des accusés, c'était vraiment à vomir. Et de voir qu'elle était toujours là debout dans la salle, sans avoir de réaction, sans les insulter, sans leur cracher à la figure, c'était juste énorme. Enfin moi, si ça aurait été moi, j'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait. Je pense en tout cas pas le faire avec le calme qu'elle a pu montrer, sans avoir de réaction, sans leur cracher à la gueule, concrètement. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment pour moi très très fort, qui vraiment marque ma vie de militant et d'homme, et qui va nous aider en tant qu'hommes à déconstruire d'autres collègues, d'autres camarades, d'autres personnes
On n'est jamais totalement déconstruit quand on est un homme, mais ça nous apporte vraiment, voilà, ça fait bouger des lignes et ça justifie aussi notre combat en tant que féministe, de se dire, voilà, ça peut servir, ça sert de combattre, il faut du courage et on pense que ça doit être un encouragement aussi pour que les femmes osent se lever et dire ce qu'elles subissent pour que les lignes continuent à bouger. Ça peut être n'importe qui, ça peut être notre sœur, notre femme, notre mère, n'importe qui. C'est pour ça que ça nous tient à cœur d'être ici pour être là contre eux, quoi. Parce que la pauvre Gisèle, elle mérite pas ça et personne mérite ça. J'ai jamais connu d'histoire de viol ou quoi dans ma famille, il n'y a pas de truc comme ça, mais juste une différence de niveau, juste parce que c'est des femmes, moi je trouve ça inadmissible, ça se fait pas. Donc du coup c'est pour ça que je suis là aussi, voilà. Parce que moi j'ai déjà une tante à moi qui s'est fait violer, du coup ça me tient encore plus à cœur d'être ici. Il faut un minimum de respect, que ce soit, même si c'est pas dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, etc. Moi si je vois quelque chose comme ça, jamais de la vie je laisserai faire parce que ça se fait pas, c'est inadmissible. J'espère qu'elle se reconstruira de tout ça, même si ça va être clairement très dur et que voilà, on lui donne tout notre soutien et que les jeunes d'Avignon, on est avec elle, voilà, c'est tout. T'es pas seule Gisèle, on est tous là pour toi et voilà, bon rétablissement à toi. Dans mon entourage, enfin déjà dans l'entourage, même au sein des syndicats, les syndicats font partie de la société et on est impacté en tant que syndicat par des cas d'agression sexiste ou sexuelle. Il faut pas qu'on se cache à notre petit doigt. Dans nos syndicats, même de gauche, ou comme diraient certains d'extrême gauche, on a des cas d'agression sexuelle, des cas de propos sexistes. Donc ça va nous permettre d'avoir un point d'appui en disant, voyez, ce n'est pas possible, ce genre de comportement, ça ne peut pas. Et en plus maintenant, alors oui c'est un procès symbolique, et ça, dans ce genre de, si vous avez ce genre de comportement, vous pouvez prendre de la prison ferme. C'est ça, c'est quand même... Jusqu'à maintenant, dans les procès, on va dire, normaux, parce que ce procès il est quelque part extraordinaire, dans le quotidien, voilà, c'est 1% des viols qui finissent par une condamnation. Donc c'est de se dire, ça nous fait un point d'appui pour dire aux gens, pour dire même à certains de nos camarades, tes propos, c'est pas possible. Ton comportement, c'est pas possible. Et attention, la loi, elle commence à être appliquée. Parce que les lois existent, mais le problème, c'est que une partie de la justice, patriarcale et bourgeoise, ne les applique pas. C'est toujours, oui, mais bon, non, est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché, comment elle était habillée, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est ça qu'on entend d'habitude. Et là, il y a des moments où on a même eu des accusés qui disaient, j'ai été manipulé. Et ça c'est pas entendable. Ouais, ben, je pense qu'il y a un accusé qui sort, vu la réaction de la foule. Je ne sais pas lequel, on ne voit rien, il y a beaucoup de monde. Mais je pense qu'effectivement, c'est clairement pas Gisèle qui sort. Je pense que c'est un accusé pour se faire huer comme ça, à mon avis. Ah, c'est une complice. J'imagine. C'est pas un complice, c'est un agresseur, c'est un violeur. Non, mais ils ont beaucoup dit qu'ils étaient complices ou manipulés et compagnie. Non, ce sont des agresseurs, ce sont des violeurs. C'est ça la réalité. C'est pour ça aussi, il y a la bataille des mots, de la sémantique qui est importante. C'est de nommer les choses, de dire les choses. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, encore un sans doute. Il est masqué, capuché, emmoustouflé, c'est clairement un accusé qui sort. Cette semaine, c'était la deuxième fois qu'on entendait Gisèle Pelicot dans le cadre du procès contre son mari et les hommes qui l'ont violée lorsqu'elle était droguée. Sans transition, désolée. Elle a dit notamment « Pour moi, cette trahison est incommensurable. Nous avons eu 50 ans de vie commune, 3 enfants, 7 petits-enfants. Je ne sais pas comment je vais me relever de tout ça. » Et ce procès, c'est vrai que ça secoue beaucoup de gens, quoi. Ça réveille plein de MeToo. Moi et mes copines, on n'arrête pas de raconter encore et encore nos agressions sexuelles. Et au cours d'une conversation, j'ai un copain qui m'a dit « Oui, mais maintenant, on ne peut plus draguer. » Je me suis demandé ce que ça veut dire « on ne peut plus draguer ». J'ai entendu à la radio l'autre jour un homme dire « Aujourd'hui, on n'ose plus monter dans un ascenseur avec une femme de peur de se prendre un procès au cul. Petite suggestion, prends les escalators !» Mais plus sérieusement, je pense que la peur viscérale de certains hommes, c'est pas le procès, c'est la peur de se prendre des vents, en fait. Parce qu'avant, peut-être, quand on se prenait une drague lourde, on gloussait, on disait « Non, me tripote pas les fesses, je me suis pas bien essuyée en faisant caca. » Bref, maintenant, on va plus protester. Peut-être même qu'on va vous dire que c'est une agression sexuelle. Mais soyons réalistes, les mecs aujourd'hui qui draguent de façon lourde ne risquent pas de payer une amende, ne risquent pas la prison, ne risquent pas de choper une MST. Et si les verrues dans la vulve c'est une MST, Emmerich, pardon, ça n'a rien à voir. Alors, en tant que femme beauf, c'est hyper vécu. Alors, en tant que femme beauf,
j'ai toujours fait le premier pas pour draguer mes partenaires et je me suis pris plein de vent et aujourd'hui, je tiens à vous rassurer. Messieurs, vous allez vous prendre des vents, mais vous allez vous en remettre. Mais si vous n'osez plus draguer en entendant parler de ce qui se passe, nous, imaginez ce qu'on n'ose plus faire. Dominique Pellicot avait construit une vie de couple avec cette femme, ce couple dont on rêve toutes depuis toujours. Et moi, j'ai toujours cru que le couple me sauverait de toutes les épreuves de mon quotidien de célibataire. Une petite anecdote de mon quotidien de célibataire, par exemple. Là, je viens juste de terminer une relation avec un mec qui, à chaque fois qu'il me faisait un cuni, me mettait un coussin sur le visage. Voilà. Alors ouais, j'ai jamais compris si, il voulait que je ne le regarde pas pendant ce moment de vulnérabilité, si il voulait que je me taise ou que je meure en fait. Voilà. Donc moi je croyais que c'était fini, voilà, quand tu trouvais le couple, que ce genre de situation un peu bizarre, tu vois, c'était terminé. Mais même si les statistiques disent le contraire, je pensais qu'on était un peu sauvés en couple. Je pensais qu'avoir des enfants avec un homme, puis des enfants, de construire un foyer avec un homme, d'établir une confiance pendant des années, ça préservait un peu du manque de respect, de la violence, des agressions sexuelles. Mais Gisèle Pellicot, il y a quelques jours, a insisté sur le fait que le violeur peut être aussi dans la famille, les amis, ils sont insoupçonnables. Et en lisant ça, je me suis dit, si vous ne pouvez plus draguer, nous n'osons plus aimer. Wami Périssé, mesdames et messieurs. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants, parce qu'ils sont l'avenir, et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience. Je remercie également l'association d'aide aux victimes, dont le soutien sans faille m'a été inestimable. À tous les journalistes qui ont suivi cette affaire depuis son origine, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le traitement fidèle, respectueux et digne dans lequel ils ont rendu compte quotidiennement de ces audiences. À mes avocats enfin, ils savent toute la reconnaissance et l'estime que je leur porte pour m'avoir accompagné à chaque étape de ce douloureux parcours. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. But she accepted it. She accepted it. She's a fantastic woman. Incredible. And the trial. I have a lot of respect. Really. But the trial took place. So. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Et le violeur, c'est toi. Et le violeur, c'est toi. C'est des maris, des pères, c'est l'État, la société. L'État inactif est un violeur complice. L'État inactif est un violeur. Moi je pense que
la solidarité entre les femmes, cette idée de sororité, elle est très très importante. Après, c'est vrai que là, on le voit, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des vieillards, des vieilles femmes, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et c'est vrai que c'est pas seulement le mouvement des femmes, parce que les hommes ils prennent part aussi, et c'est bien. Enfin, je veux dire, il faut, parce que c'est un combat de la société, donc c'est pas un combat qui nous concerne, ça concerne tout le monde en fait. Mais n'empêche, cette idée de solidarité, de sororité, pour moi, elle est trop importante. Trop importante, ouais. Personnellement, je suis encore au lycée et j'ai quand même la chance d'avoir un cercle, un entourage qui est vachement ouvert d'esprit et qui a de bonnes revendications, je sais pas si ça se dit, mais je me rends compte que même si les mentalités avancent, il y a quand même un sacré recul et que même si globalement ça va, je trouve que la vision du féminisme moderne est vachement mal vue et rien que si on se revendique féministe, les gens vont dire oui, c'est une personne aux cheveux colorés qui va manifester avec des poils sous les bras pour l'égalité homme-femme. Et il y a des gens qui ont vraiment une mauvaise vision du féminisme et qui associent tout de suite ça à extrémisme, alors que ça peut passer par des actes très simples comme juste aller soutenir Madame Pellico sans pour autant être une activiste acharnée. Voilà. Mais donc j'aimerais bien faire avancer les choses de manière globale et qu'il n'y ait pas cette sorte de séparation de mentalité qui divise énormément, en tout cas dans mon lycée. Voilà. Moi du coup je suis en études supérieures et je fais de la science politique, donc c'est un peu paradoxal parce que typiquement le sujet des VSS, il y a zéro tolérance, enfin vraiment on a des formations régulièrement, on a des référents VSS à chaque conférence, à chaque soirée, tout le temps, mais en même temps directement, je veux dire, il y a des choses qui sont faites, on va dire, mais en même temps il y a toujours ce côté de les garçons prennent la place en fait. Il y a toujours une sorte de mansplaining, de manspreading tout le temps et c'est un peu pénible. Et même en tant que féministe, c'est dur de prendre de la place en fait, je trouve. Il y a à la fois des hommes et des femmes, je pense, qui sont assez corrects, mais c'est surtout le fait de qui va prendre la parole en amphithéâtre, qui prend la parole de manière générale, qui va faire des beaux discours d'éloquence, qui va oser participer aux grands concours, etc. C'est surtout dans ce sens-là en fait qu'on voit vraiment une accaparation de l'espace par les hommes. Voilà. Pour mieux comprendre ce que dit Amandine, cette jeune étudiante en Sciences Po, quand elle parle de mansplaining et de manspreading, on peut se pencher sur la définition de Rebecca Solnit, autrice du livre « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». Le mot mansplaining est une contraction du mot man, homme, et explaining, explication. Ce mot consiste, pour un homme, à expliquer quelque chose à une femme en supposant d'emblée qu'il est le détenteur du savoir et qu'elle est ignorante, alors que le contraire est vrai. Le mansplaining fait partie d'un système qui consiste à dévaluer la parole et la personne des femmes. Ces situations sont souvent liées à un manque d'écoute. S'ils avaient fait ce premier pas, ils auraient découvert par exemple que cette femme, croisée dans un magasin de musique, n'est pas une néophyte qui s'achète sa première guitare, mais la guitariste d'un groupe célèbre. Quant au mot manspreading, il désigne littéralement l'étalement masculin, c'est-à-dire le fait que les hommes prennent une place disproportionnée dans l'espace public, en particulier sur les banquettes des transports en commun, en écartant les jambes, laissant moins d'espace à leurs voisines. On retrouve aussi ce grand étalage masculin de la parole et de l'éloquence dans les espaces universitaires, les médias, en entreprise, en famille ou entre amis. Le verdict est tombé. Gisèle et ses enfants sont ressortis par la grande porte, sous les acclamations de la foule. La police nous demande de nous écarter pour libérer la voie publique et laisser le flot de voitures reprendre possession de la route et du quotidien. Nous nous retrouvons au bord des remparts avec quelques manifestantes et manifestants, des journalistes et des chanteuses de la chorale féministe Le Chant des Déferlantes. La tension laisse place à la déception et à la sidération face aux peines qui sont nettement inférieures aux réquisitions du parquet. Je commence à discuter avec un jeune homme, Kevin,
et lui propose de témoigner. S'en suivront les récits de Maud, sa compagne, Véro, Laetitia, qui se sont exprimés avec beaucoup de pudeur, d'authenticité et d'intelligence, et surtout avec des messages porteurs d'espoir. Attention à vous, à toi. Les témoignages qui vont suivre parlent de violences sexistes et sexuelles et peuvent heurter la sensibilité des auditorices. On m'a souvent dit par rapport à ce mouvement et la réaction qu'il y a eu autour de ce procès qui est ignoble, que les femmes devaient avoir la parole en priorité. Je suis complètement d'accord avec ça, à condition qu'on n'exclue pas non plus, qu'on n'exclue pas les hommes qui veulent soutenir ce projet, ce mouvement. Alors sans se mettre sur le devant de la scène, mais dans le sens où, moi on m'a dit parfois, c'est bien que tu accompagnes ta copine et que tu la soutiennes. Bien sûr qu'il y a de ça, surtout que derrière il y a des douleurs du vécu, mais c'est aussi parce que moi, des fois, je suis mal à l'aise juste parce que je suis un homme, parce qu'il y a certaines personnes, pour pas dire des vulgarités, qui se permettent de profiter du droit de l'intégrité de quelqu'un sans lui demander son avis, sans rien. Et que la société, elle cache un peu ça, elle dissimule ça. Et on voit bien souvent, c'est faites une main courante plutôt qu'une preuve. En tant qu'éducateur en protection de l'enfance, je l'ai souvent vu. Parce que ça fait du bruit, parce qu'un pays qui a un haut taux de plaintes pour viol, pour agression sexuelle, je pense que ça passe mal. Et en fait, moi ma pancarte pendant la manif, c'était du fait de vos méfaits, la honte m'habite d'être né avec une bite. Excusez-moi le langage, mais c'est parce que du coup, à cause de certaines personnes, et je pense qu'il faut pointer des individus, il y a majoritairement des hommes qui font des agressions, mais c'est des individus avant tout, et c'est eux qui sont à bannir, c'est leur comportement, c'est l'éducation, et ça stigmatise beaucoup de personnes. Tu dis que tu es impuissant pour ta compagne, tu es là, et moi je suis hyper touchée. Je vois quelques hommes ici, et pour moi c'est l'espoir, il est là. J'ai vécu des choses très dures dans mon enfance et dans mon adolescence. Et je ne me tournais pas vers les personnes qu'il fallait. Et j'ai une éducatrice formidable qui m'a parlé des déferlantes. Et je suis allée à la Syrie le 22 et je les ai rencontrés. Et j'ai fait une pancarte, j'ai fait ma première pancarte où je dénonçais plus ou moins mes agresseurs. Et c'est dur, c'est émouvant. Depuis que je suis à la chorale, les filles sont là, on se fait des câlins quand ça va pas. Mais c'est un combat tous les jours. Enfin, comme je dis, moi, j'ai pris à perpétuité et j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de me battre et on est toutes là. Et heureusement, j'ai mon compagnon qui me soutient énormément pour tout ça. Et il me voit tous les jours triste, enfin pas tous les jours heureusement. Hein, mais non, ils m'ont pas détruit, ils n'ont pas détruit l'humanité que j'ai en moi, le bonheur que j'ai. La vie, elle est belle et je veux me battre pour ça. Et c'est la première fois que je fais partie d'une chorale où justement... on est plus seul. On est plus seul. C'est ça, on est plus seul. On est plus seul, on se reconnaît et on reconnaît toute notre force à être ensemble. Je veux que les auteurs soient accompagnés à déposer, à reconnaître les choses. Pour moi, c'est l'essentiel. Le système actuel, il les invite à minimiser, à être dans le déni pour éviter la prison, et c'est une connerie monstre. Première des choses, reconnaître les choses, que Mandela portait, reconnaître les crimes. Deuxième chose, punir, ouais. La philosophie de la peur, ouais. Ce qu'il faut en Amérique latine, c'est que les auteurs de féminicides, ils sont chargés de faire de la prévention des violences contre les femmes. Et là, oui, là, moi, je mets tout mon argent pour ça. Oui. On arrête de produire, de répercuter les violences dans tous les sens. On change. Vous avez dit ça m'évoque quelque chose concernant
le coût des agressions sexuelles et des viols, le coût monumental pour la société, les coûts en fait qui sont d'ordre différent, qui sont pécuniaires mais qui sont en fait des coûts psychiques, relationnels, sociaux énormes en fait, monumentaux, inchiffrables en fait. Et je trouve qu'un procès comme celui-là, le coût de la virilité, il faut aller plus loin, il faut tout chiffrer. Maintenant il y a des gens qui savent chiffrer ça, c'est monumental. Mais je trouve qu'un procès comme celui-ci, et pas seulement le verdict, montre à quel point la société n'est pas prête à payer ses coûts. Mais elle les paye quand même de toute façon parce que au centuple, plutôt que d'assumer effectivement de payer certains coûts qui relèvent de l'éducation, qui relèvent de la prévention et du dépistage, qui relèvent de condamnations justes et bien pensées, et qui ne sont pas que des condamnations de prison, et qui relèvent aussi de la recherche de réparation et de restauration pour les victimes, pour les auteurs, et pour toutes les parties de la société qui sont abîmées en fait. Et qui payent des coûts extrêmement élevés. Si on n'arrive pas à se dire c'est tous ces coûts-là qu'il faut assumer en pleine lumière en fait, en pleine conscience, avec un vrai programme de lutte intégrale de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, et qui concerne absolument tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les victimes, les auteurs, les proches, les professionnels. À partir du moment où cette question-là n'est pas posée, on va faire que essayer de minimiser les coûts, de mettre des rustines sur de mettre des emplettes sur des jambes de bois. sur un Titanic. Et de chercher effectivement à réduire ce que ça coûte à la société. Donc quand on met des peines qui sont un tiers plus basses que ce qui a été requis, parce qu'en moyenne c'est ça en fait, mais on est sûr qu'il n'y aura pas appel, ça va coûter moins cher, et puis l'emprisonnement, ça va coûter aussi moins cher. Ce que je veux dire, c'est que c'est uni, je pense, que ça avancera, qu'il ne faut pas être dans le patriarcat, ni dans le matriarcat, ni dans les extrêmes, mais tous ensemble. Et voilà, c'est un combat qui se fait ensemble contre des individus, et c'est une notion d'éducation. Il faut que la parole, elle s'ouvre et qu'on les écoute. Et voilà, je ne vais pas parler de politique peut-être, parce qu'il y a certains mouvements qui me choquent, qui votent contre l'égalité des salaires entre hommes et femmes, alors que ce sont des femmes à la tête des mouvements, sans citer les noms. En fait, voilà, c'est des individus qu'il faut pointer. Et ma petite fille de 6 ans, c'est dès la primaire qu'il faut parler du consentement, sans utiliser des mots choquants, qu'il faut leur dire que ton corps, c'est ton corps et que personne n'a le droit d'y toucher, sauf si tu l'acceptes plus tard, plus grande, mais qu'il y a un âge où on est capable de faire ce discernement ou pas. C'est la majorité sexuelle qui était à 15 ans et 3 mois avant, aujourd'hui je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut faire de la prévention. Des adultes n'ont pas à toucher des enfants. Des adultes n'ont pas à toucher d'autres femmes adultes tant qu'elles ne le veulent pas. Et inversement, parce que ça arrive aussi parfois de l'autre côté. Donc voilà, tous ensemble, ça va avancer. Et je pense qu'il ne faut pas exclure ni les hommes. Il faut justement pas refaire la même erreur que le patriarcat et l'extrémisme. Il faut être dans les actions conjointes. C'est que comme ça que ça avancera. J'ai mis un certain nombre de mois à arriver à porter plainte et un certain nombre de semaines à arriver à mettre le mot dessus parce que c'était pendant mon sommeil par un homme que je connaissais, comme c'est pratiquement toujours le cas, et que c'était une histoire extrêmement compliquée, quelqu'un de violent qui a failli me passer par la fenêtre, entre autres choses, et qu'il fallait arriver à sortir d'un état de choc pour parvenir à réaliser, à nommer et à passer à une étape suivante. Et puis à sortir aussi de la peur d'être agressé à nouveau par cet homme, une fois que la plainte aurait été déposée. C'était la difficulté pour moi. Donc je me suis dirigée vers l'hôtel de police, où j'ai été très bien entendue par un policier remarquable, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Faut le dire aussi quand ça arrive, c'est-à-dire qu'il est possible de bien former des policiers. Merci, voilà, et d'avoir affaire, quand on est une femme, à quelqu'un qui fait bien son travail, avec beaucoup d'humanité, de professionnalisme, et avec même une part personnelle qu'il a introduite dans notre échange, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et après, j'ai été aussi accompagnée par une psychologue de l'hôtel de police,
qui m'a dirigé, je pense que lui l'avait déjà fait, le policier, vers une association d'aide aux victimes, la MAV. Et je pense que, je ne sais plus trop dans quel ordre, mais avant, j'avais aussi contacté le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, où un accompagnateur social m'avait expliqué comment je pouvais procéder pour déposer plainte. Donc je pouvais écrire une lettre au procureur, je pouvais aussi aller directement à l'hôtel de police. Et moi j'avais besoin d'être entendue, j'avais pas besoin, je pense que c'était compliqué de passer uniquement par l'écrit et par des procédures à distance. Et j'avais besoin d'avoir des visages en face de moi, d'être dans la voie et d'avoir des personnes qui me répondaient. Et ça m'a beaucoup aidé en fait d'être vraiment écoutée. Donc je pense que ça c'est aussi important à transmettre auprès de femmes qui peut-être dans un certain nombre de cas ont intérêt à ne pas aller déposer plainte seules pour pouvoir changer d'interlocuteur si un policier les malmène lors de l'interrogatoire et dire ça n'est pas possible, ça n'est pas une manière décente de recueillir une plainte pour viol. Donc on demande à rencontrer une personne qui est formée pour ça. Si vous n'êtes pas formé, ce n'est pas votre responsabilité forcément individuelle, mais c'est la responsabilité de la police de former ses agents à recueillir tout type de plainte en fait. Donc je pense que c'est très important, et beaucoup de femmes et de féministes le savent, de s'entourer et d'être accompagnées en amont, pendant et en aval de ce moment de déposition de plainte. Et j'ai été pour ma part effectivement soutenue, finalement, étonnamment, beaucoup par des hommes, des professionnels et des non-professionnels, parce que j'ai décidé d'en parler à des amis. Et parce que je pensais que c'était important aussi que des hommes puissent entendre des choses qui n'étaient pas forcément faciles à raconter. Et il fallait aussi arriver à passer par-dessus certains éléments précis qui m'ont donné de la honte par rapport à cet homme. C'est pas bon, on associe très souvent la honte par rapport c'est toi qui avais au viol. honte, tu avais honte pour lui? Les deux, mais voilà, j'ai eu une forme de honte. Déjà de ne pas avoir réussi à mettre le mot assez rapidement, d'avoir pris du temps à réaliser ce qu'il m'avait fait et que ce soit passé par un échange avec un autre homme, en l'occurrence. La complicité? Non, de l'aide? De l'aide. Ah, qu'il a fallu un tiers aidant? Oui, voilà, un homme qui a dialogué avec moi et qui m'a dit voilà, en fait, ce que tu as subi, c'est un viol. D'accord. Voilà. Et donc, c'était pas évident de se dire ok, en fait, je n'ai pas réalisé ça immédiatement. Ça fait quoi de réaliser ça? Que c'est un viol? Moi, ça m'a fait beaucoup de choses différentes. À la fois, ça m'a affolée et ça m'a soulagée. Et il y a eu un truc hyper étrange. Je me suis dit, ça y est, j'ai rejoint le clan des femmes qui savaient qu'elles allaient subir un viol dans leur vie et qui maintenant, elles sont passées de l'autre côté de la barrière, en fait. Et c'est hyper fou, quoi, mais j'étais comme soulagée que ça n'ait pas été pire, parce que j'ai trouvé finalement au bout d'un certain temps que je m'en sortais pas mal, et parce que j'ai été beaucoup soutenue et que j'avais des ressources, et j'ai passé un temps fou, parce que c'était pendant le confinement, c'était en 2020, donc j'avais tout le temps pour travailler sur ça en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu en as fait quelque chose de ce traumatisme, que tu en as fait une force? Oui, j'en ai fait quelque chose. Et je pense une dignité qui était peut-être supérieure encore à celle que tu avais auparavant? Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être pas courant et qui en tout cas n'est pas assez entendu. C'est-à-dire que c'est possible de ne pas être détruite à vie par un viol. Il y a plein de conditions, mais justement je pense qu'il faut aussi travailler sur qu'est-ce qu'on fait dans l'après en fait. Parce que finalement, en tant que femme, en tant que mère par exemple, on est terrifié de ce qui va nous arriver et on n'est pas préparé ni à réagir dans l'instant de l'agression. On devrait être toutes formées à l'autodéfense en fait, première chose. Et ça suffit pas. J'ai pas dit que ça suffisait, je ne dis que rien suffit. Rien. Savoir dire non. Voilà. Énergétiquement, ça veut dire ça, c'est pas bon pour moi, ça c'est non. Absolument. Et ça, on sait pas bien le faire. Absolument, on ne sait pas bien le faire. Mais je précise, rien ne suffit. Mais il y a beaucoup de choses qui aident, par contre. Donc d'être formé ensuite à savoir comment on doit réagir quand on a subi quelque chose qui est entre l'agression sexuelle et le viol. Des fois, on ne sait pas. Voilà. La première chose à faire, c'est aller à la police et demander une expertise médico-légale. Point. Si tu fais pas ça, t'es morte. Voilà. Et le faire ensemble, le faire tous ensemble, pas seul. Ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Pas tout de suite avoir le réflexe en fait d'aller chercher quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Voilà. Et si la première personne n'est pas la bonne, tu vas chercher une deuxième ou une troisième.
Voilà. Moi j'étais épuisée, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Je me suis même pas réveillée, je me suis réveillée à la fin du viol. Voilà. Avec un voilà. Et avec un élément atroce à vivre que je ne peux pas formuler et qui a alimenté la honte en fait. Donc la suite de tout ça, c'est que j'ai été accompagnée par une association d'aide aux victimes. J'ai été accompagnée à minima par une psychologue du CIDFF que je n'ai pas trouvé très bien. J'ai subi, encore une fois j'emploie ce terme, une expertise psychologique démentielle par une soi-disant experte auprès des tribunaux qui a fait un travail dégueulasse, puisqu'elle m'a accusée de mensonge, comme toujours, comme très souvent. Qui a changé de discours d'une fois à l'autre. En fait, elle m'a reçu 2 fois. Hyper grave. 4 heures, je pense. Elle m'a dit des choses atroces. Elle m'a humiliée sur ma vie affective et sexuelle. Voilà. Elle a changé de discours et d'attitude. La première fois, elle était plus ou moins compatissante, et la deuxième fois, elle m'a accablée à chaque fois qu'elle a pu, en fait. Et elle s'est contredite par rapport à un élément qu'elle avait noté, parce que l'homme qui m'a agressée s'est vanté d'actes pédocriminels sur sa belle-fille. Ce que j'ai restitué auprès de... Alors, il ne l'a pas fait auprès de moi, mais auprès d'une femme. Donc je l'ai su de façon indirecte, parce qu'un des réflexes que j'ai eu, c'est aussi de contacter des femmes qui avaient été en relation avec cet homme. Donc il y en a qui ne m'ont pas répondu, et il y en a qui n'ont pas voulu me voir, parce qu'elles n'ont pas pu. Voilà. Donc j'ai essayé de sortir de la solitude par tous les moyens possibles. Sauf, évidemment, reprendre contact avec l'agresseur. Parallèlement à cette expertise, j'ai essayé de trouver une avocate, qui ne m'a pas bien traité non plus. Finalement, je me suis retournée vers un avocat grâce à une amie qui me l'a conseillé, qui m'a reçue 2 fois. La première fois avant l'expertise, la deuxième fois après l'expertise. Et vu l'expertise, il m'a dit que c'était même pas la peine d'aller au procès parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et que cette expertise m'était très défavorable et que même si je demandais une contre-expertise, ça n'effacerait pas la première expertise. Et que ça allait être une violence supplémentaire pour moi. Que je pouvais faire le choix d'y aller mais qu'il ne me le conseillait pas. Voilà. Donc ça a été classé sans suite. Je n'ai même pas reçu un courrier. Même pas un courrier type. Je l'ai appris par un accompagnateur, un juriste donc, qui accompagne effectivement les femmes et les hommes qui ont recours à l'association qui s'appelle l'AMAV, pour l'association de médiation et d'aide aux victimes. Laquelle association m'a accompagnée d'une autre façon, qui m'a énormément aidée. À travers 2 personnes, un homme et une femme, un retraité et une professionnelle de la justice qui s'occupe de la réinsertion des prisonniers et qui sont tous les 2 impliqués dans des processus de justice restaurative. Il s'agit d'un dispositif mis en vigueur en France en 2014 et qui a été rendu public à travers le film « Je verrai toujours vos visages ». La justice restaurative est gratuite et complémentaire de la justice pénale. Elle consiste à faire dialoguer, avec l'aide d'un médiateur neutre et formé, une victime, l'auteur d'une infraction ou toute personne concernée. Elle vise la reconstruction de la victime, la responsabilisation de l'auteur de l'infraction et sa réintégration dans la société. Cette justice restaurative offre un espace confidentiel, sécurisé et volontaire de parole et d'échange sur les ressentis, les émotions, les attentes de toutes les personnes concernées par l'infraction et ses répercussions. Pour aller plus loin, vous pourrez retrouver sur le site du CNRS et en lien dans la description du podcast, le rapport sur les pratiques et effets de la justice restaurative en France, publié en mai 2024, par l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Donc ils sont venus à mon domicile plusieurs fois et ils m'ont présenté ce que c'est que la justice restaurative et ça m'a énormément aidé de travailler là-dessus. Je n'ai pas pu bénéficier du premier dispositif et le deuxième pas encore, mais je veux y revenir. Dès que j'aurai une possibilité, en fait, je veux participer à des rencontres détenus victimes. Donc aller en prison, rencontrer des auteurs de viols qui ont été condamnés pour ça et qui sont prêts à rentrer dans ce type de démarche transformatrice et réparatrice qui travaille des 2 côtés de la barrière. Voilà. Pour justement peut-être un petit peu la déplacer. C'est ici, à Avignon ?
Oui, donc effectivement, c'était à vie. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus, je pense, aidé à me réparer avec les écoutes dont j'ai bénéficié. Les bonnes écoutes, parce qu'il y en a eu aussi des mauvaises. Et puis aussi l'oreille que j'ai prêtée, et donc les écoutes dont j'ai bénéficié d'autres femmes victimes de viol. J'ai beaucoup écouté de podcasts. Merci les podcasts. Et j'ai beaucoup lu. Et c'est pas terminé. Et j'ai beaucoup parlé avec des amis. Donc entendre les paroles des autres, c'est énorme en fait, comme processus de réparation. Voilà. Et j'ai le projet, donc ça c'est pour plus tard, parce que tout ça s'est passé pendant la période Covid, c'était très compliqué, pour plein de raisons. Il y avait des luttes à mener sur plein d'autres fronts ces dernières années. Et puis je pense que j'avais besoin aussi de prendre du temps pour me réparer. Et de trouver les bonnes choses à faire, mais je pense que je veux monter des groupes de parole et d'action qui ne soient pas forcément dépendants des collectifs, ou qui, tout en pouvant interagir et intégrer des collectifs ou des associations, des groupes féministes, mais qui puissent aussi intégrer des hommes, voilà. Qu'il puisse y avoir des groupes de parole où enfin des hommes disent voilà, moi j'ai violé, et où on puisse parler avec eux. Voilà. Ça peut paraître fou, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient choquées par ce genre de paroles, mais moi j'ai entendu un homme qui m'a dit, un ami, qui m'a dit moi j'ai violé, une fois. J'étais sous et j'ai écrit à cette femme pour m'excuser. Voilà. Ça m'a fait énormément de bien en fait, que cet homme m'ait dit ça de lui-même. Voilà. Et voilà, je pense que c'est important aussi que des hommes sachent qu'il y a des espaces de parole pour dire ce qu'ils ont fait et qu'ils ne sont pas condamnés à vie à rester ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont été. Voilà. Et qu'il faut créer des espaces de parole pour ça en fait. Je sèmerai le feu aux poudres avec des mots sur les murs. De ville en ville, toujours debout, avec nos corps on lutte, on fait armure. Je traverserai les déserts de l'absurdité, oh dans mon cœur, ça résonne, on va lutter. Envahir toutes les rues de nos villes, un peu de colle, je me sens libre. Je chantonne ces paroles, je me sens libre. J'écris des mots qui fâchent les fachos, on battra le pavé jusqu'à l'échafaud, s'il le faut. Les doigts pleins de gouache, le cœur en rage, je suis l'orage, il pleut des pages, je vis sous la lune, on impose nos messages. L'avantage de ce parcours-là, du combattant, du coup, c'est la recherche permanente. Tu dis, tu lis. Moi, je lis, je rencontre, je parle. J'ai rencontré des milliers de personnes comme moi, de femmes, quelques hommes, qui ont vécu ou qui vivent encore et qui font avec et qui, du coup, se mettent à chercher toutes les pistes pour changer de culture. C'est la coopération, c'est la robustesse d'Olivier Hamon, c'est la circularité, c'est les systèmes et cercles restauratifs qui vont beaucoup plus loin que la justice restaurative. C'est toute cette culture de la coopération qui est portée par l'UDN, l'Université du Nou. Et pour ma part, j'y suis pas, je suis sur les Jardiniers du Nou, un lieu d'exploration de la culture de la coopération où on peut imaginer qu'on est entre nous et que tout va bien, sauf que bim, à tous les coups, il faut que je retombe sur ce genre de personnes, un mâle alpha qui possède tout, qui maîtrise parfaitement tout le langage du parfait vendeur de la culture magnifique et qui reproduit les mêmes violences. Et donc j'ai provoqué un système et un cercle restauratif dans ce collectif et c'est génial parce que là il y a des hommes et des femmes qui ont à cœur d'aller regarder chacun en nous tout ce qu'on porte, tout ce qu'on colporte de cette culture et moi aussi et je lâche plus rien. Je me dis enthousiaste et déterminée, même si des fois je suis plombée, même si des fois j'en tombe encore par terre parce qu'on n'est pas sorti. Donc j'ai été refoulée, j'ai pris des photos, à chaque fois je vais écrire. Pour moi j'ai besoin de publier, j'ai besoin de rendre public, j'ai besoin que ça soit partagé, qu'on se reconnaisse les uns, les unes, les autres dans ce parcours qui est extrêmement invisibilisé. Le viol de l'âme. C'est la domination ordinaire, les violences ordinaires qu'on a intégrées et qu'on reproduit. Moi, je regarde maintenant, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je répercute de cette culture qui est la mienne, que je répercute tout en cherchant à faire le contraire. Ma mère, féministe, 94 ans, elle répercute. Elle a été violée par son père.
Son père lui a dit qu'elle valait rien, que c'était dommage qu'elle soit une femme, parce qu'elle avait quand même de la valeur. Il ne l'avait pas dit, mais c'est ce qu'il fallait entendre. Toute sa vie, elle a pris des responsabilités énormes, plein de structures, maisons d'enfants, foyers socio-éducatifs, machin, des tas de trucs, lycée. Et elle a répercuté sur nous, les 2 filles. On était 8, 6 garçons, 2 filles. Elle a répercuté sur les filles. Et donc je suis nulle. Je suis invisible. Je suis nulle. Je n'existe pas. Je suis sortie, j'ai mis 64 ans à comprendre. C'est pas une crise d'adolescence, c'est pas que je suis malade, c'est le patriarcat qui est passé par là. Et qu'est-ce qu'on répercute ? Travailler. Donc il est absolument indispensable qu'on travaille individuellement. J'ai perdu mon fil. Je le perds beaucoup moins, je suis ravie parce que j'avais tellement grillé que je n'arrêtais pas de perdre mon fil. J'étais dans une confusion pendant des années. Je suis reconnue comme travailleur en situation de handicap. Si je peux me permettre, il y a un fil, je peux me soulever ça pour dire ce qu'il y a écrit sur ta veste. Marqué « Bâtir, agrandir, surélever, rénover ». Alors ce qui est rigolo, c'est doublement rigolo, c'est que c'est un imposteur qui est passé par la maison et qui a déménagé toutes ses affaires et qui s'est retrouvé dehors. Et donc c'est son héritage et merci à lui. Parfois on a envie de faire des choses avec des gens, mais quand on leur propose, ils disent non. C'est triste bien sûr, mais la vie est ainsi faite de petits coups durs quand on nous rejette. Faut pas désespérer, on peut faire en solitaire beaucoup d'activités quand on ne trouve pas de partenaire. Si t'es le seul à vouloir faire du tandem, prends un vélo, y a toujours des solutions, toujours même quand t'as vraiment les crocs. Pas juste une bite au milieu de rien, t'as aussi des mains pour t'en occuper. C'est pratique, c'est à ta portée, c'est simple et tout bête. Tu trouves personne pour niquer, hop une petite branlette. Personne qui se débat, personne pour porter plainte. C'est drôle que vous n'y pensiez pas, y a quand même beaucoup moins de contraintes. C'est bien plus cosy quand y a pas de son, quand y a personne qui crie, c'est plus calme et moins salissant. J'ai moi aussi souvent envie de faire des trucs pas bien. Quand je veux couper des couilles avec un couteau à dents, bah je me retiens. Je n'en laisse rien paraître, mais je fais mon maximum pour pas enfoncer des trucs dans des urettes ou faire des piñatas avec des scrotums. Si je laisse mes désirs les baignoires dans 3 couplets et un refrain, tu peux bien mettre les tiens dans un mouchoir ou dans du sopalin.